Je vous le disais tantôt, l'évaluation de l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis 2 ans ont opté en grande majorité sur la levée de ce régime exceptionnel. Après constat, analyse, débat et délibération, les participants ont donc demandé au gouvernement de rétablir les institutions distiles des 2 provinces, dans le respect bien évidemment des dispositions constitutionnelles. Le dernier mot revient donc au chef de l'État qui devra décider de ce qu'il en sera dans les prochains jours. Après la clôture de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège, le statu quo, en attendant d'être fixé sur son maintien, sa requalification ou son retrait. Durant 3 jours, sur initiative du président de la République, plusieurs participants comptés parmi les autorités militaires des provinces sous état de siège, des députés nationaux et provinciaux des 2 provinces sous état de siège, la notabilité du coin et la société civile avaient réfléchi sur 3 thématiques. Le maintien, la requalification et la levée de cette mesure décidée par le président de la République. Des rapports de des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Dès l'entame du forum, la tendance dégagée était la levée de l'état de siège. Sur 9 recommandations formulées, 3 mettent l'accent sur la réforme de l'armée et de services de sécurité, l'aide humanitaire aux victimes et la justice transitionnelle afin de couper court à l'impunité, poursuivre et accélérer le processus de réforme substantielle de l'armée. Et dans l'opinion, la population du Nord Kivu et de l'Ituri ne jure que sur la levée de l'état de siège. Le pouvoir doit revenir aux civils. Les massacres n'ont pas pris fin pour moi qui suis de Beni et ceux de l'Ituri. Par exemple, pour les villes de Goma, de Beni, Butembo, on a constaté une augmentation de l'insécurité urbaine, alors qu'il y a des militaires, des policiers à la tête de ces entités. Donc tout cela fait que la population n'en veut plus. Lorsqu'on a chargé à la fois le militaire et l'administration et les opérations, c'était un travail de trop. Il faudrait laisser les militaires se concentrer sur la ligne de front. Je jure solennellement devant Dieu et la nation. Janvier 2019, Félix Tshisekedi prend les rênes du pays. Il hérite d'un pays dont l'Est est en proie à une insécurité. Les groupes armés sèment peine et désolation. Juste après la rupture FCC-Cash, le nouvel homme fort de la RDC opte pour l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu. L'initiative de Félix Tshisekedi, mise en exécution le 6 mai 2021, avait pour objectif d'en finir avec toute forme de violence dont est victime plus d'un Congolais dans la région. Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. Le gouvernement de la République que je dirige a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programme d'action, en l'inscrivant dans la triptyque programmatique « Un État fort, prospère et solidaire ». L'espoir que suscitait cette mesure du chef de l'État va finir par laisser place à la désolation. Les groupes armés qui se comptaient à une 50aine vont doubler, voire tripler. Les exactions vont prendre de l'ampleur. C'est dans ce contexte particulier que le mouvement du 23 mars va attaquer la RDC. Dans le Nord Kivu, les FARDC font plus face à des groupes armés étrangers, et dans l'Ituri, ce sont plutôt les Congolais qui ont pris des armes contre leurs frères, se cachant derrière des forces d'autodéfense ethnique. Une situation à la base du déplacement de plusieurs milliers de personnes en interne. La MONUSCO et les forces de l'EAC sont désormais pris pour cible par la population, qui ne jure que sur la levée de l'état de siège.
Les pourparlers de Nairobi censés ramener les groupes armés qui écument l'Est de la RDC sont lancés. Plus de 300 groupes armés y prennent part. Après 3 rounds, le résultat n'est pas fameux. La mise en place du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion sociale et communautaire tarde à arriver. Le tableau semble bien différent du côté du gouvernement et des FARDC. Dans un briefing, le ministre de la Communication a présenté les acquis de l'état de siège. Selon eux, l'armée menait des opérations qui ont poussé en Ituri plusieurs groupes armés locaux à se rendre au Nord Kivu où plusieurs d'entre eux se sont cantonnés. Plus de 2000 membres des groupes armés sont cantonnés à Rumangabo, d'autres à Mongboalou, pour ne citer que ceux-là. Un grand nombre des ADF a été détruit, notamment leur réseau de ravitaillement, de recrutement et de collaboration dans la ville de Béni. L'ouverture des axes routiers, réhabilitation des routes et reprise des activités agricoles dans le territoire de Béni. Les uns présentent des acquis, pendant que les autres ne trouvent que les malheurs qui ont accompagné cette mesure. Nous avons un chef de l'État qui est stratège. Vous voyez comment il vient de renverser, de bouleverser même le monde occidental qui ne s'attendait pas à ce que un grand travail de recherche de paix et même de boussoler ce qui s'est caché derrière les troupes armées. Lorsqu'on avait décrété l'état de siège, les civils étaient là, étaient en train de gouverner. Et actuellement, nous considérons que ces civils qu'on gouvernait sont en congé. Et aussitôt qu'on enlève l'état de siège, les gouverneurs civils ont les responsabilités de rentrer dans leur poste. C'est vrai, le temps de dire que les élections approchent et que ce serait l'argument pour maintenir cela, ce n'est pas un argument. La balle est désormais entre les mains du président de la République, qui devra décider de son maintien, sa requalification ou carrément sa levée. Des assises finalement qui se sont clôturées. Alors, vous êtes pour ou contre le maintien de l'état de siège? Merci beaucoup. D'abord, il faut rappeler ici que le parti politique Alliance de valeurs républicaines, sentinelle des institutions, est déterminé à préserver les valeurs contenues dans notre Constitution. En tant que structure politique, en tant qu'acteur politique, nous avons décrié déjà l'instauration de l'état de siège. Parce que vous vous souviendrez que Joseph Kabila, sénateur à vie aujourd'hui, avait dit à la fin de son mandat qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Et j'aimerais que le président Félix-Antoine Tshisekedi ne nous ramène pas ces genres de discours parce que ses collaborateurs n'arrivent pas à prendre en mesure les valeurs contenues dans la Constitution. Et aussi les collaborateurs du chef de l'État, ici je vois l'Assemblée nationale et le Sénat. Je voudrais que nous revenions à la disposition de l'article 85, le dernier alinéa. Il est dit « Les modalités pratiques d'accompagnement de l'état de siège est fournie sur base d'une loi organique ». Aujourd'hui, cette loi est où? On a fait une table ronde pour pouvoir réévaluer s'il faut réqualifier, lever l'état de siège ou non. Mais pendant 2 ans, nous avons prorogé l'état de siège. Le ministre de l'Intérieur, qui gère les provinces, a toutes les informations nécessaires sur la situation réelle de l'état de siège. Et le gouvernement saisit l'Assemblée nationale pour une prorogation de 15 jours. Et donc ici, la table ronde que nous avons organisée, excusez-moi de le dire, je suis sentinelle des institutions, nous avons mis de l'argent de la République encore hors jeu, hors course. Parce qu'il n'appartient pas à des acteurs politiques de se retrouver pour parler de la levée de l'état de siège. L'article 144 est clair quant à ça. Il est dit l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent prendre une loi pour mettre fin à l'état de siège. Donc ici, en tant que républicains, en tant que sentinelle des institutions, nous voudrons que le pays, qui se veut être un état de droit au terme de l'article 1er de la Constitution, que nous soyons tous regardants. En instaurant l'état de siège, on avait voulu, le chef de l'État avait pris l'initiative, après avoir entendu les ressortissants de l'Ituri, entendu les populations des zones qui étaient sous l'état de siège, pris l'initiative pour dire, écoutez, je mets l'état de siège. Mais il n'y a pas eu de loi organique. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Est-ce que le nombre de morts des Congolais
a baissé depuis l'instauration des Alors pour vous, la problématique se situe beaucoup plus au niveau de la loi organique. Le Évidemment, format peut-être pose problème ou c'est plutôt cette instauration en tant que telle? Nous ne pouvons pas vivre dans un pays des jurisprudences. Un pays qui fait un état de droit ne peut pas vivre sous base des jurisprudences. Nous devons avoir des acteurs qui sont assis sous les textes réglementaires. L'instauration de cet état de siège, pour vous, il y a eu vice de procédure? Il y a eu vice de procédure. Il n'y a pas de loi. La raison pour laquelle, justement, ces tables rondes devraient statuer pour réévaluer. Même la table ronde n'est pas constitutionnelle. Puisqu'on vous dit que c'est le gouvernement qui saisit l'Assemblée nationale ou le Sénat pour la prorogation de 15 jours. Nulle part on a parlé. Parlementaires et gouvernement ont été associés, hein, J'ai dit qu'il y a une requête qui est adressée au Parlement, Assemblée nationale et au Sénat, qui vient du gouvernement. C'est ce seul point que la Constitution est en train de parler. Et non voir les sociétés civiles se réunir pour pouvoir parler de la réqualification, de la levée ou non. Nous devons rester constitutionnels lorsqu'on veut gérer un État. Alors pour vous, aucune avancée dans cet état de siège, 2 ans après, rien de concret? Puisque nous disons ceci, les nombres de groupes armés ont augmenté. La vie des Congolais sont partis. Je ne dis pas qu'avant l'état de siège, les Congolais ne mourraient pas. Pendant l'état de siège, le Congo ne continue pas à mourir dans cette partie-là. Mais j'ai dit simplement que nous avons pris mal cette action parce qu'il n'y avait pas une loi qui accompagnait. Et donc aujourd'hui, si le président de la République veut maintenir l'état de siège, il devra demander aux parlementaires de l'Union sacrée de présenter une loi organique qui accompagnerait les modalités pratiques de l'état de siège et non commencer à faire des consultations des gens, des personnes de gauche et de droite, parce que vous avez vu un ministre du gouvernement dire que l'état de siège est le M23 a refait surface pendant l'état de siège. C'est gravissime. C'est gravissime cette déclaration d'un ministre du gouvernement. Je suis sentinelle des institutions et donc j'en appelle ici à une collaboration claire entre les textes et ce que nous voulons défendre. Alors, parmi justement certaines recommandations de cette table ronde, on a également mentionné de réévaluer un tout petit peu les méthodologies de l'armée. Hein. Oui, mais ça, il y a une loi de programmation. Il y a une loi de programmation, il y a des structures appropriées pour pouvoir... Est-ce qu'il ne faudrait pas beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de focus sur l'armée? Nous disons que nous devons donner à l'armée des moyens. Nous disons que nous devons équiper notre armée. Nous devons créer le profilage de ceux qui doivent passer. Le parti Alliance de valeurs républicaines avait saisi en son temps le chef de l'État. Nous lui avons dit de mettre hors d'état de cause tous les militaires issus de Sun City, cas par cas. Nous avons dit au président de la République de mettre en place l'outil informatique pour aider nos militaires au front. Dans ce pays, ce qui ne marche pas, c'est quoi? Le service administratif de chaque institution ne marche pas. Lorsque vous écrivez et que même une accusée de réception, vous n'avez pas, vous vous posez la question, est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on comprend ce que nous disons? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce que nous avons la même vision de la République? C'est là où se pose la question. Le lobbying au niveau international continue, hein, le chef de l'État et autres membres du gouvernement. Alors finalement, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait à cet instant précis? Pour l'instant, quelle solution? Pour l'instant, nous devons nous mettre d'accord sur une table ronde, un dialogue national. Le président de la République ne peut pas cautionner l'organisation des élections, même si elle est constitutionnelle. Quand vous parlez d'un dialogue national, qui est-ce que vous voyez particulièrement insérer? Joseph Kabila. Quelle en sera la raison particulière? Chef d'État qui n'est plus en fonction. Joseph Kabila. Une vie politique qui ne se dessine peut-être plus. Joseph Kabila n'est plus en fonction, mais il a organisé 3 cycles électoraux. Joseph Kabila, partage d'expérience, vous pensez? Évidemment. Joseph Kabila a organisé 3 cycles électoraux. Joseph Kabila a organisé la première alternance politique. Joseph Kabila a mis en place cette constitution avec les acteurs politiques qui étaient là. Okay? Aujourd'hui, excusez-moi de le prendre comme ça pour une ouverture, j'entends dire qu'il faut changer la constitution. La nôtre pose déjà un problème. J'ai suivi le professeur Isidore qui a organisé hier sur Boboto une conférence pour parler de la révision d'une nouvelle constitution. J'ai dit non, la nôtre pose déjà un problème. Nous devons d'abord prendre celle-ci, commencer à voir 16 ans après qu'est-ce qui ne va pas. Il faut qu'on organise un dialogue national pour que le président de la République lève l'option qu'il a dit lui-même devant certains parlementaires au niveau de la Commission des droits de l'homme, devant le président Macron, qu'il se pose la question comment allons-nous aller aux élections sans
la population des... Et donc pour des vous, zones Joseph occupées. Kabila serait d'un apport considérable. Qui d'autre voyez-vous Évidemment, par exemple? Joseph Kabila doit faire partie de ce dialogue. Si Joseph Kabila... Les choses n'étaient pas mieux sous son mandat. Hein. Qu'est-ce que serait la plus-value? Nous avons commencé quelque part. Joseph Kabila a cette portée d'avoir géré le Congo pendant 18 ans. Le président Félix Tshisekedi n'en a que 4. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Joseph Kabila a géré le Congo avec 1+4, a géré le Congo avec son premier mandat, a géré le Congo avec son deuxième mandat, et donc il a une expérience quant à ça. Et vous avez Martin Fayulu qui doit être dans le processus. Comment voulez-vous que nous sommes en train de lutter contre des forces étrangères, contre le Rwanda, nous sommes divisés en interne? Vous pensez donc à un problème d'inclusivité dans la gestion justement des conflits dans Il y a un problème d'exclusivité parce que le président de la République est en train d'écouter une seule famille politique, sa famille politique à lui. Il devrait tendre l'oreille aux autres pour avoir ce que les autres pensent. Moi, je le dis en tant que sentinelle des institutions. En tant que sentinelle des institutions, le président de la République, en tant que père, garant du bon fonctionnement des institutions, puisque si nous y avons eu le porte-parole de l'opposition, qui serait une institution, le président de la République allait le faire venir pour l'écouter. Alors que maintenant, il n'y a pas de porte-parole de l'opposition. Que faisons-nous? Donc, le président de la République a le devoir constitutionnel d'entendre les voix des uns des autres pour trouver un compromis sur ce conflit. Qui a trop duré. Et une dernière question à ce sujet. Que pensez-vous justement de cette situation qui persiste dans la partie est de la RDC alors qu'on est à l'aube des élections? Est-ce que vous pensez que cette situation pourrait troubler ou perturber le processus électoral? Monsieur le journaliste, Joseph Kabila, je venais de dire, il n'était pas candidat en 2016. Le même problème, il a dit qu'il fallait se mettre autour d'une table. Le président Félix-Antoine Tshisekedi devait demander un second mandat. Et donc, nous, en tant que sentinelles des institutions, nous ne voulons pas qu'il viole son serment constitutionnel au terme de l'article 74, où il a prêté serment. Vous avez même mis la vidéo, il a prêté serment, il a juré de protéger, de maintenir l'unité et l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, si le président Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas réélu, il donnera à son successeur quel type de Congo, avec quelle province en main, avec quel territoire en main. Parce que, je vous rappelle, aujourd'hui, Bunagana est administré par des forces terroristes. Et donc, ici, nous devons nous mettre d'accord pour trouver un langage commun, pour avoir une loi contre la balkanisation, pour mettre tous les acteurs politiques ensemble et voir de la même visée. C'est là où nous allons nous relever. Problème de volonté politique aussi? C'est un problème de volonté politique. Et donc, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, doit faire le pas, doit trouver des mécanismes pour rencontrer la personne avec qui ils ont fait l'alternance politique. Très bien, nous allons passer au deuxième dossier.